Cette journée construite en demain. On l'a fait sur plusieurs thèmes. On l'a fait sur les matériaux, sur l'agriculture, sur l'alimentation, l'agriculture, sur l'autonomie. Et on l'a fait, le dernier, il me manque, sur la solidarité. Voilà. Et cette année, on a décidé de le faire sur la biodiversité. Donc, jusque-là, ECO et l'association ECO étaient un peu la même chose. Et cette année, on a décidé de se démarquer un peu d'ECO, du site. Donc, nous, on est EcoPIF. Donc, PIF, c'est pour pépinière d'intention festive. Voilà. C'est marqué là. Alors, je vais vous dire notre raison d'être, parce qu'on a mis quelques 2 heures à la faire quand même. Les écopifs, c'est un terrain fertile pour faire émerger les idées, cultiver la rencontre et faire pousser les projets festifs simples et ancrés dans le territoire. Alors, pour le territoire, on a 3 acteurs du territoire ici. 3 acteurs fabuleux. Le PNR, qui est un peu institutionnel, donc c'est Laetitia. On a le CPIE, qui est une association formidable, je vous invite à aller voir tous leurs dépliants qui sont au fond là-bas, qui est représenté par Anaël. Et on a notre fleuriste qui nous livre nos fleurs à la map toutes les semaines, qui fait des fleurs magnifiques. Et Audrey qui est là. Voilà. Et on nous a présenté il n'y a pas longtemps Nicolas Picard là, qui nous a rejoint, qui vient de loin. Mais sur la biodiversité, je pense qu'il aura beaucoup de choses à nous apporter et à nous dire. Donc pour commencer, on va faire un petit truc. Je vais vous demander le plus de silence possible. Je demande le silence. Plus de bruit. Je vais vous inviter à fermer les yeux. Fermez tous les yeux. Alors, essayez de sortir le bruit des enfants. Est-ce que vous avez commencé à entendre les oiseaux? Ceux qui entendent des oiseaux, levez la main. Voilà. Mais je vous invite à faire ça assez souvent. Alors là, c'est pas la meilleure heure pour les oiseaux. Nicolas nous expliquerait, ou le CPIE nous expliquerait que c'est plus en début ou en fin de journée. Donc vous pouvez rouvrir les yeux, vous n'avez pas besoin de rester les yeux fermés toute la conférence. C'est pas une obligation. Donc la biodiversité, c'est ça aussi. C'est vous réinviter à être plus dans vos sens et à écouter. Voilà. Donc, ouais, j'avais deux petits trucs. Ouais, la biodiversité va très bien quand on n'est pas là, les humains. Et la biodiversité peut très bien se débrouiller sans nous. Mais par contre, nous, on ne peut pas se débrouiller sans la biodiversité. On en a besoin. Donc, on va essayer de vous expliquer ce concept de biodiversité pendant 1 heure. Là. Donc, ce qu'on va faire, c'est pour déjà expliquer la biodiversité, je vais mon collègue Joe, qui a le t-shirt violet, qui ne se voit pas là, mais qui a le t-shirt violet comme moi, qui fait partie des COPIF, va un peu vous expliquer un peu la biodiversité et après on va présenter chaque intervenant. C'est parti, à toi Joe. Alors, je ne vais pas vraiment vous expliquer la biodiversité en tant que telle, puisqu'on va essayer de ne pas spoiler, on va dire. Ce qu'on propose de faire, c'est que chacun donne un petit peu sa définition de la biodiversité. C'est un mot plutôt compliqué, mais l'idée, voilà, c'est de justement trouver des mots plutôt simples pour que ça puisse parler à tout le monde. Et en effet, c'est plutôt quelque chose dont on a tous besoin. Donc si ça vous va, je peux donner la parole à quelqu'un sur quelle est sa définition de la biodiversité et puis qu'est-ce qui représente pour vous la biodiversité dans le Médoc si vous deviez choisir un lieu. Donc c'est peut-être un peu difficile de choisir juste un lieu pour représenter la biodiversité, mais voilà, quelle serait la biodiversité dans le Médoc pour vous? Bonjour à tous, je me lance. Pour moi, la biodiversité, c'est la diversité du vivant, hein, vraiment sous toutes ses formes, que ce soit la faune, la flore, nous, les êtres humains, on fait partie aussi de cette diversité. Puis entre individus aussi, on est différents, donc c'est ça qui fait aussi la diversité et la biodiversité.
Un lieu dans le Médoc pour illustrer ça. Moi, je dirais un lieu que moi j'ai connu quand je suis arrivé dans le Médoc, c'est tout ce qui est les marais du Nord Médoc, avec voilà, les immenses prairies qu'on peut retrouver, les haies, les petits espaces un peu bocagés, toutes les mares qu'il peut y avoir. Et là, on peut se rendre compte aussi de la biodiversité du territoire, avec tout un tas d'oiseaux, de reptiles, d'amphibiens, d'insectes. Au printemps, c'est un lieu absolument fabuleux pour parler et pour observer la biodiversité. Donc Laetitia du PNR. Hein. Du coup, moi, je suis Anaëlle du CPIE et je suis totalement ce que Laetitia vient de dire. Vraiment, l'idée que, surtout, quelque chose qu'on oublie, c'est que la biodiversité, c'est la diversité, oui, des espèces, qu'on ait plein d'oiseaux, qu'on ait plein de flore, mais c'est aussi la diversité des écosystèmes, donc des milieux naturels qu'on va retrouver. Et surtout aussi, ce qu'on oublie souvent, c'est que c'est la diversité des individus, comme Laetitia l'a un peu dit, le fait qu'on soit tous différents et qu'au sein même d'une espèce, tous les individus sont différents. Et ça, c'est super important parce que c'est ce qui a permis, depuis la nuit des temps, qu'il y ait une évolution en fait, et qu'il y ait des espèces au final qui se créent. Et donc, il faut vraiment préserver aussi cette diversité des individus. Et je suis désolée, je vais faire comme Laetitia, hein, mais un milieu qui représente la biodiversité dans le Médoc, pour moi, c'est les marais du Nord Médoc. Donc, pour les raisons que Laetitia a dit, et aussi parce que là-bas, on a des conditions environnementales qui sont très différentes et qui varient très rapidement d'un mètre à un autre, parce que c'est influencé par plein de choses, et entre autres par l'eau, parce qu'on a beaucoup de zones humides, et c'est surtout influencé par de l'eau qui est douce et de l'eau qui est salée. Et donc ça permet de créer des milieux très différents par ces facteurs qu'on dit abiotiques, qui ne sont pas des facteurs vivants, mais ces facteurs abiotiques comme l'eau, qui créent des environnements très différents en quelques mètres. Bonjour, du coup moi je suis Audrey, je suis floricultrice, donc je cultive des fleurs à couper de saison sans aucun pesticide et qui sont locales en circuit court. Pour moi la biodiversité, les filles ont vraiment bien dit ce que c'était, voilà, c'est tous les êtres vivants sur tout le vivant sur cette terre, et nous aussi d'ailleurs en tant qu'êtres humains. Et un endroit dans le Médoc qui représente la biodiversité, alors c'est les marais aussi, mais de Saint-Laurent, derrière là où j'habite, du coup, j'habite dans les marais aussi, et c'est à Mouralé en fait, c'est un lieu-dit à côté de la maison de la chasse. C'est vraiment une biodiversité incroyable, et d'ailleurs la biodiversité est venue dans mon jardin, dans mes fleurs, et grâce au petit havre de paix que j'ai construit au fur et à mesure. Et voilà, c'est une super rencontre qui m'apprend chaque jour, et et à mes enfants aussi. Donc c'est plus près que les marais du Nord-Médoc, c'est plus petit, mais c'est sympa aussi. Merci. Du coup, ça va être compliqué de venir derrière les grandes définitions qui ont été faites. Bonjour à tous, donc Nicolas, moi je travaille beaucoup avec les collectivités, les entreprises sur les sujets biodiversité, climat, et je fais de la vulgarisation scientifique. Du coup, je vais juste synthétiser, on a dit que donc, la biodiversité c'est 3 piliers. La biodiversité c'est les espaces, les écosystèmes, finalement la biodiversité c'est aussi, on dit qu'il y a 3 piliers, hein, pour faire simple, elle les a cités tout à l'heure, Anaëlle. La diversité génétique des écosystèmes et des espèces. Je vais peut-être m'amuser à faire quelque chose, c'est de dire que biodiversité, c'est un terme qui est assez récent en fait. C'est un terme qui date des années 80, parce qu'avant on appelait ça nature, et c'est un terme qui a commencé à émerger. On s'est dit, tiens, on va créer un terme pour spécifier en fait le vivant et ces notions d'écosystème, et c'est là où on a inventé ce terme de biodiversité dans les années 80. Et donc dans le Médoc, moi, je vais aller un peu plus loin, je vais encore aller beaucoup plus près. La biodiversité, c'est vous-même. En fait, un écosystème, vous en avez partout. Alors nous, on voit dans notre tête des marais, des forêts, on imagine tout un tas de choses, mais en fait, je vais vous le dire très simplement,
Vos orifices nasaux sont une forme de biodiversité. Votre bouche est un endroit où vous avez la biodiversité. Votre flore intestinale, c'est une biodiversité. Votre flore vaginale, c'est une biodiversité. C'est un écosystème particulier où il y a des espèces. Donc c'est un endroit où il y a des interactions entre plusieurs espèces. Donc ça, c'est un écosystème. Et donc, des écosystèmes, vous en avez partout. Votre peau, votre cuir chevelu, ça en est partout. Et quand on dit c'est essentiel, vous le savez très probablement, hein, quelque chose qui est très souvent dit, c'est que vous êtes constitué, vous-même, de plus de matière exogène, c'est-à-dire qui n'est pas la vôtre, biologiquement qui n'est pas la vôtre, dont l'ADN n'est pas le vôtre, que de cellules humaines. Il y a plus de cellules non humaines dans votre corps que de cellules humaines. Donc déjà, rien que là, vous êtes vous-même un écosystème et vous êtes empreint d'une grande quantité de biodiversité. Donc déjà, voilà, peut-être un élément, donc hyper proche de vous. Vous pouvez vous gratter la tête, vous regardez sous vos ongles, vous avez déjà des écosystèmes particuliers avec des espèces entre elles, et vous prenez peut-être les feuilles, il y a une feuille de trèfle qui est derrière madame, et vous aurez probablement aussi des espèces avec des pucerons, des acariens qui vivent là, et c'est leur écosystème. Et donc, là, voilà. Donc à chaque fois que vous regardez, que vous zoomez au plus proche, au plus petit que vous pouviez voir, et au plus grand que vous avez de la biodiversité des espèces qui sont en interaction entre elles. Donc pensez-y, quoi que vous regardiez autour de vous, même l'air qui nous entoure est empreint de biodiversité, même les nuages que vous avez autour de vous, il y a des spores de champignons dans les nuages. Donc en fait, la biodiversité façonne le monde, vous a façonné nous et façonne le monde existant. Même les pierres calcaires qui sont derrière vous sont issues de la biodiversité, les tuiles qui sont en vous, c'est de la biodiversité. C'est incroyable de le penser, mais en fait, vous en avez partout. Et même ce banc en plastique, c'est de la biodiversité ancienne, fossilisée, il y a des millions d'années. Donc en fait, vous en avez partout autour de vous. Voilà. C'est peut-être une chose assez importante à se rappeler, c'est que vous êtes biodiversité et vous en vivez quotidiennement. Très bien, merci beaucoup pour toute cette définition de la biodiversité. Donc en plus de ce qu'on pouvait dire, donc d'en être en effet dépendant, on est biodiversité. Donc la deuxième partie, donc on voulait un petit peu avoir votre vision sur l'évolution de cette biodiversité. Donc on parle beaucoup de préservation et de se dire est-ce que justement on doit préserver toute cette biodiversité. La question, est-ce que finalement vous avez observé des modifications, des changements liés à la biodiversité, donc autour de vous, en fonction des régions, voilà, peut-être en fonction des activités humaines ou de la modification liée au climat. Tu veux? Ouais, c'est payeux. Du coup, oui, nous, on travaille avec une association en plein milieu d'espaces naturels qu'on gère. Et donc, on suit en fait des espèces. C'est-à-dire qu'on regarde, on fait des inventaires sur quelle espèce il y a et tout ça. Et donc, on observe des diminutions d'espèces, beaucoup. Des diminutions au niveau de certains groupes d'espèces, en particulier. Par exemple, les reptiles. C'est triste à dire, mais on trouve plus de reptiles morts sur la route que de reptiles dans les zones où on les cherche. Il y a aussi une augmentation de certaines espèces, qui sont en fait les espèces exotiques envahissantes, qui ne sont pas toujours forcément connues de tout le monde. Mais du coup, une espèce exotique envahissante, c'est une espèce qui ne vient pas d'ici, qui naturellement n'est pas ici, et qui s'est tellement acclimatée, tellement habituée à cet endroit, qu'en fait, elle prend le pas même sur les autres espèces qui sont locales. Et donc, c'est très problématique, parce que ça réduit en fait la biodiversité qui est normalement là. Et nous, on a des grosses problématiques sur les espaces qu'on gère, justement, d'espèces envahissantes. Et d'année en année, on les voit augmenter, et on les voit vraiment parce que souvent c'est des plantes qui vont faire des fleurs très visibles, et du coup dans le paysage vert ça se voit, on voit les patchs tout de suite qui apparaissent. Donc on observe un petit peu ça aussi, et après au niveau, ça a un impact sur la biodiversité derrière, mais au niveau des marais où on observe aussi beaucoup d'envasement en fait, des chenaux, beaucoup d'envasement. Et cet envasement, ça a un impact, c'est que derrière, l'eau ne rentre plus bien sur les marais. Et donc, en fait, ça modifie le milieu carrément.
Et ça a un impact derrière sur les espèces qui sont présentes. On n'a quasiment plus de poissons dans nos marais parce que les chenaux sont tellement envasés que l'eau passe plus et que eux ils n'arrivent plus à passer. Donc oui, ça peut aller très vite ces modifications. Je vais aller dans le sens de ce que tu dis et donner des exemples aussi d'espèces qui finalement qu'on voit aussi arriver un petit peu sur le territoire et qu'on n'avait pas avant, mais qui sont pas forcément exotiques. Je pense à la cigogne blanche, on en avait parlé en préparant cette conférence, voilà, il y a des décennies qu'il y en avait très peu ici, et maintenant on en voit beaucoup et qui restent ici. Il y a aussi la grue cendrée. Ça fait une vingtaine d'années maintenant qu'on en a en hivernage, là, qui passe l'hiver ici dans le Médoc. Avant, il y en avait pas, ou plus en tout cas. Maintenant, dans les années 2000, il y avait une petite centaine à peine d'individus qui venaient passer l'hiver ici. Et là, les derniers comptages, on doit être à peu près 13 000 individus qui stationnent dans le Médoc parce que voilà, l'évolution du territoire a fait qu'elle retrouve des milieux qui lui conviennent, à la fois la réserve, pour pas la citer, hein, de l'étang de Cousseau, au sein de laquelle elle va passer, les individus vont passer la nuit, et puis la maïsiculture qui leur permet de se nourrir la journée. Donc ces deux facteurs font que voilà, on a une population hivernante de grues cendrées qui est arrivée qui est en constante augmentation dans le Médoc. Donc ça, c'était pour voilà, le côté un peu entre guillemets positif aussi en matière de biodiversité. Un exemple aussi qu'on cite, alors là pas de l'augmentation mais de la baisse, hein, c'est sur les insectes. Je crois que pour les personnes qui ont quelques décennies maintenant, on a tous en tête les pare-brises remplis de moustiques l'été quand on partait en vacances, et maintenant c'est vrai que nos pare-brises sont assez vides. Il y a eu des initiatives, je crois que c'était en Angleterre, pour essayer de mesurer un peu la quantité d'insectes, en tout cas, qui diminuaient, de compter les impacts de moustiques sur les plaques d'immatriculation. C'était une démarche participative. C'est tout récent, ça vient d'être sorti aussi en France. Et voilà, vous nettoyez bien votre plaque d'immatriculation, vous faites un trajet, et puis vous regardez à la fin de votre trajet, en fonction du nombre de kilomètres, le nombre d'insectes que vous avez. Et toutes ces données qui remontent après au Muséum d'histoire naturelle, ça leur permet de quantifier, de suivre l'évolution de la quantité d'insectes que l'on a chez nous, quoi. Enfin, du coup, et de quantifier surtout sa diminution. Voilà, dans les changements qu'on peut, qui sont facilement observables comme ça. On va essayer de tenir juste le timing, donc on s'est donné à peu près 1 heure pour que sur cette conférence. Donc du coup, ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est que sur l'évolution, voilà, il y a une évolution qui est présente de la biodiversité, à la fois positive et peut-être un peu négative d'un autre côté, avec comment dire, l'augmentation de certains nuisibles. On s'est aussi posé la question sur, au-delà de l'évolution de la biodiversité, est-ce qu'aujourd'hui on a une évolution autour du regard qu'on porte en fonction des générations sur la biodiversité par rapport à celle qu'on pouvait avoir maintenant. On avait pensé à toi, Audrey, pour répondre à cette question. Plus précisément en se disant que tu pouvais avoir à la fois peut-être des jeunes et des moins jeunes qui venaient se fournir en plantes et du coup certaines interactions avec eux. Alors c'est vrai que du coup en vendant des fleurs de saison sans pesticides, tout un tas d'insectes et de biodiversité est venu dans mon jardin. Et du coup, qui m'a fait découvrir beaucoup de choses et de me dire que finalement, j'œuvrais un peu pour ça, en ouvrant ce jardin, ces fleurs. Et donc j'ai aussi rencontré plein de personnes, et aussi de tout âge, et notamment de ma génération, donc des trentenaires, on va dire, jeunes actifs, qui vraiment se posent beaucoup plus de questions. Je pense que je suis
je dirais 60% de mes clients réguliers qui se posent des questions sur l'écologie et la biodiversité sont des jeunes actifs. Donc voilà, où on apprend aussi certaines valeurs à nos enfants jeunes. Et voilà, donc moi, c'est vrai que ça m'a fait beaucoup changer le regard sur tout ça. Et des super conversations et de se dire que finalement, même si on est plutôt jeune, on peut aussi trouver plein de gens qui s'intéressent à tout ça et qu'il n'est pas trop tard aussi. Voilà. Oh, très bien, merci. Stéphane, tu veux prendre la suite? Donc là, on s'était dit, parce que souvent on n'a pas le public n'a pas l'occasion de poser des questions parce qu'on est trop à la bourre, donc on va le faire au milieu. S'il y en a qui veulent poser des questions ou faire des remarques, je vous invite, je vais essayer de me déplacer un peu avec le micro, mais rapprochez-vous de moi. Il y a quelqu'un qui veut intervenir, qui veut... Non, bon, on va continuer. On va continuer. Alors du coup, après on voulait parler du constat. Pour vous, sur le territoire notamment, mais même au-delà, mais quels sont les principaux facteurs qui... Hop là, c'est pas grave. Quels sont les principaux facteurs qui menacent la biodiversité aujourd'hui selon vous? Et est-ce qu'il y a des solutions que nous pouvons mettre à notre niveau? Voilà. Peut-être Nicolas Ouais. Ouais, vu qu'il n'y avait pas de questions, on sait que ça va être très clair. Du coup, il y a zéro sujet. Je vais interpeller le public, du coup. On a 5 grandes causes d'extinction de la biodiversité. Ok, 5 grandes causes. La première, c'est la destruction des habitats. En gros, on flingue les espèces, on flingue les endroits où les espèces habitent. Principalement, dans notre pays, ça va être l'artificialisation des sols. En Gironde, j'ai regardé les chiffres avant de venir, l'artificialisation des sols, c'est l'habitat. Okay. Presque 70-80%. Et après, sur les zones, si vous regardez plutôt des zones comme Bordeaux, ça va être plutôt l'urbanisation, activité économique et autres, bien sûr. C'est différentiel en fonction de vous regardez, mais à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, c'est l'habitat de manière très générale, et la Gironde n'exclut pas. Okay. Deuxième, c'est la surexploitation des ressources. Donc en fait, c'est quand vous prélevez dans le milieu au-delà des capacités de renouvellement de ces ressources. Bon, alors, on va faire très simple, les ressources, ça peut être un stock de poissons, ça peut être un stock de bois, ça peut être une forêt, ça peut être un sol, etc. Okay. Donc là, on vient prélever au-delà de ça. Donc là, je donne les éléments à l'échelle mondiale. Hein. Le troisième, c'est le changement climatique. Donc là, on va modifier les caractéristiques de vie, d'habitat de nombreuses espèces. Donc un exemple qui a été cité, on voit des espèces qui vont migrer, qui vont se déplacer, qui vont bouger. Alors quand on a des petites pattes et des ailes, ça se passe bien, on peut bouger. Mais quand on est un arbre, on ne bouge pas. Donc vous avez une décolonisation de certaines espèces, végétales notamment, ou si la vitesse de déplacement de cette espèce ne fait pas. Je vous donne un exemple. À la précédente ère glaciaire, ici, vous n'aviez pas de grands chênes, vous n'aviez pas des pins, vous n'aviez pas des grands feuillus, c'était plutôt l'équivalent de la Mongolie intérieure. Okay, il faisait très froid, on est dans un climat très très froid. Et tout doucement, il y a un arbre qui remonte grâce à un oiseau en particulier, le jet des chênes en particulier. Hein. On le voit dans les diagrammes polliniques des tourbières. Il y a 5300 ans, 5000, 6000 ans, on voit tout doucement le chêne, le bouleau, tout ça qui viennent coloniser toute la Nouvelle-Aquitaine. Et donc, c'est apporté tout doucement. Alors, il y a des vitesses de déplacement qui sont caractérisées, peut-être que vous pourrez nous le donner, hein, quelques centaines ou je ne sais plus combien c'est, centaines ou 200 mètres en fonction des décennies, voilà, d'avancement de ces espèces végétales. Et après, quand on a des ailes, ça se passe bien. Vous pensez, je sais pas, aux moustiques tigres, vous pensez à tout un tas d'autres espèces qui sont capables de se déplacer. On a entendu des oiseaux. Voilà. Donc ça, on voit bien la différence. La quatrième, c'est les pollutions chimiques. Alors, la première cause d'extinction des espèces, et là je me mets sous votre couvert, mais j'ai regardé en Gironde, parce que j'ai regardé le rapport Ecobios avant de venir, j'ai travaillé un peu quand même. Sur notre territoire, c'est bien sûr la pression chimique. Voilà. Donc on détruit le vivant par les pressions chimiques. Alors c'est des pollutions chimiques de tout ordre, hein, solides, liquides et gazeuses. Donc vous pensez dans votre tête phytosanitaire, mais ça peut être aussi des rejets dans les eaux, ça peut être des pollutions nitrates, etc. Donc là, voilà, il y a énormément de pollutions qui sont données. Et enfin, la cinquième cause d'extinction des espèces, c'est ce qu'on appelle les espèces exotiques envahissantes. Donc elles viennent modifier, altérer, perturber un milieu, parce qu'elles arrivent très vite dans le milieu. Avec une petite nuance tout de même qu'il faut être assez vigilant, c'est que dans notre tête, on a une vision de la biodiversité qui est statique, figée,
Or, la biodiversité, elle est en perpétuel mouvement. Okay, donc ça, il faut être assez vigilant. Donc il y a toujours eu des espèces qui ont migré et qui ont bougé. Seulement, nous, êtres humains, on accélère ces mouvements-là dans des vitesses très rapides et surtout, on les fait arriver à un endroit, à un hotspot, sans front de colonisation. C'est-à-dire que soit vous avez des déplacements en fonction du climat qui doucement viennent se déplacer, et nous, on arrive, je sais pas, par des conteneurs, des bateaux, des camions, on vient les amener. Et voilà. Et puis, je vais vous donner un dernier élément de cadrage. Les scientifiques aujourd'hui donnent des publications dans les revues les plus prestigieuses qu'on dit qu'on est rentré dans la 6e extinction de masse. On a entendu notamment sur les insectes, puisqu'on n'a pas les mêmes taux d'extinction en fonction des espèces. Est-ce que vous vous rappelez de la dernière extinction de masse sur notre planète? Est-ce que vous savez quand c'était? Comment? Les dinosaures, ouais. Vous vous rappelez à peu près quand c'était? Rapidement dans le grandeur. C'était il y a 66 millions d'années, ok? Donc vous connaissez cette grande histoire. Donc les dinosaures étaient en déclin très important puisqu'on avait du volcanisme intense, une grosse météorite de plusieurs dizaines de kilomètres qui s'est abattue sur la planète, et vous avez les espèces qui ont disparu. Alors on dit les dinosaures ont disparu, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais non, il reste encore des dinosaures. Je rappelle que les oiseaux sont des dinosaures. Bref, on passe les détails, mais voilà. Et donc il y a 75% des espèces qui ont disparu au bout d'un certain temps. Question que j'ai envie de poser à l'Assemblée. En combien de temps 75% des espèces ont disparu? 30 ans pour madame. Qui dit mieux? 20 ans. Qui dit mieux? Plusieurs siècles. Ah ouais, là ça rigole pas. Oh. C'est monsieur qui a raison, il a fallu 100 000 ans pour voir le déclin total de ces espèces. Okay, donc voir 75% d'abattement, c'est-à-dire de disparition, il a fallu 100 000 ans. La Terre a mis quelques millions d'années pour s'en remettre, hein, c'est pas grand-chose, hein, c'est pas grave, hein, ça va vite à l'échelle des temps d'histoire. Et aujourd'hui, ce qu'on documente, c'est que la vitesse d'extinction des espèces sur notre planète, d'accord, le taux d'extinction des espèces sur notre planète, est entre 10 fois et 1000 fois plus vite, ça dépend ce qu'on regarde, si on regarde les amphibiens, les insectes, alors les insectes c'est le pire, entre 10 fois et 1000 fois plus vite que quand la météorite est tombée. Alors je vais reformuler. Je suis en train de dire que les activités humaines que nous menons à la surface de notre planète ont une pression sur les écosystèmes plus grande que quand un géocroiseur stellaire de 10 km de diamètre s'abat sur la planète Terre. C'est juste incommensurable. Hein. C'est colossal. Donc après, effectivement, on pose la question de qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, c'est colossal. Donc là, effectivement, ça réinvite à changer une autre manière, notre rapport au monde, notre manière d'habiter le monde, bien évidemment. Ça nous invite aussi à réfléchir à notre position dans le monde, en fait, par rapport à ça. Donc ça, c'est les premiers éléments. Donc là, ça va, le constat est bon. Le constat est un peu constat. Je peux te donner quelques éléments de cadrage par rapport aux solutions. Je pense qu'on en reviendra un peu dessus. Mais les solutions, elles vont se réfléchir certes à l'échelle individuelle, dans nos actions au quotidien. Donc vous en doutez bien qu'il y a deux leviers. Premier levier, c'est la diminution des pressions. Si on continue d'un côté à aggraver le problème, ça ne va pas le faire. Donc on doit diminuer les pressions d'un côté. Et de l'autre côté, essayer de ce qu'on appelle régénérer, c'est-à-dire permettre aux vivants de s'épanouir et de continuer à grandir, voire même de restaurer ou d'aider à la restauration de ces écosystèmes. Alors il y a plusieurs termes un peu précis, on parle de restauration puis de régénération, on pourrait venir. Moi j'ai un petit sujet un peu différent, je vais vous mettre ça dans la tête volontairement. Je pense aussi qu'il y a un truc dans nos têtes. Je vais vous donner un exemple. On a parlé tout à l'heure des générations. La notion de faire propre, parce que c'est sale, parce que c'est pas joli, l'esthétique, le beau. Ça, faut qu'on la réinterroge profondément. Je vais vous donner un exemple, j'en ai plein, mais je vais vous donner un exemple qui est très fort. Aujourd'hui, il fait quoi? Vous trouvez que la météo, elle est comment? Il fait gris. Il fait gris, ok. Donc en fait, notre association usuelle, c'est quand il fait chaud et qu'il fait ensoleillé, on dit il fait beau. Donc on a un critère esthétique de beauté par rapport au fait qu'on a une présence du soleil. Moi, je vous assure que pour la biodiversité, c'est pas le cas. Il y a dans plein de cas, c'est pas parce qu'il fait beau que c'est souhaitable, que c'est désirable. Donc vous pouvez prendre plein d'exemples là-dessus, mais aujourd'hui, quand on dit il fait beau, il peut faire canicule. Voilà, vous avez un grand soleil, il fait canicule. Je vous assure que les batraciens, ils sont en PLS. Position latérale de sécurité. Voilà. Donc en fait, vous avez aussi cet élément-là à comprendre que c'est aussi la manière de repenser notre rapport au monde, dans nos critères, dans la manière de nommer les choses. Je ne citerai pas Camus sur ce sujet-là, mais l'idée est vraiment de penser que notre manière aussi d'apprécier la propreté, le beau, a un impact direct dans la manière d'aménager le monde. Et ça, c'est un point qui est vraiment fondamental
à intégrer. Et je vous assure que des fois, un temps comme ça, c'est peut-être tout à fait clément à tout un tas d'espèces qui peuvent s'épanouir, qui peuvent sortir. Tout à l'heure, je suis allé me promener, j'ai fait un petit tour, j'ai vu des limaces dehors. Vous voyez, c'est un temps parfait en fait pour elles. Elles peuvent sortir, il ne fait pas trop chaud, l'air n'est pas, ça ne va pas les dessécher, on peut en voir sortir devant nous. En fait, c'est parfait. Voilà. Donc vous avez des exemples comme ça qui sont intéressants aussi à réfléchir, que c'est ces variations climatiques que nous on voit, on y met un critère esthétique, non pas forcément une réalité pour toutes les espèces. Voilà. Donc c'est un petit point aussi qui permet de montrer cette réflexion-là. C'est bon? On est OK? Alors, peut-être là, on va enchaîner sur les questions parce que sinon... Et du coup, là, on va peut-être poser à Audrey. Tu as en partie répondu. Y a-t-il des erreurs et des idées reçues que les gens ou entreprises font en pensant bien faire pour la nature? Toi, par rapport aux fleurs, ou je pense par exemple le jardin bien propre, comme tu as dit, canton, alors que si on laisse pousser, si on laisse des endroits d'herbe haute, ça favorise la biodiversité. Voilà, des trucs comme ça, d'autres exemples que tu pourrais nous donner. Tu comprends la question? Tu sais pas trop? Quelqu'un veut répondre à la place? Ouais, sur les entreprises, je pourrais donner après quelques éléments. Alors ça va être un peu les choses qu'on voit, nous, quand on essaie d'accompagner les acteurs sur des projets environnementaux. Par exemple, oui, déjà le tout propre, mais ça, Nicolas l'a bien décrit déjà. Mais après, il y a aussi l'envie de bien faire, par exemple, de se dire il faut planter des arbres. Et on va vouloir planter des arbres, et après on va nous dire je trouve que le mimosa c'est quand même vachement cool. Mais le mimosa c'est pas du tout local, hein, mais vraiment pas. Et en fait, ça va être ça aussi, c'est que des fois on va avoir tendance à vouloir bien faire, planter des choses, et planter des choses qui sont pas du tout de chez nous. C'est par exemple pour venir, moi je viens du Verdon du coup, tout au nord, et à chaque fois que je prends la route, je passe par l'Espar, et à l'Espar Médoc il y a des super jachères fleuries d'Escoltia, ça vient de Californie. Donc voilà, et alors que le PNR promeut des jachères fleuries locales avec des graines locales, et ça c'est bien. Mais donc voilà, ça va être aussi le côté, on a envie de bien faire, on a envie de remettre de la nature, mais quelle nature est-ce qu'on remet et comment on le fait? Et il y a un autre point qui est assez important, que nous on a souvent des appels au CPE où ils nous disent on a vu une tortue, on l'a récupérée et on l'a emportée dans la voiture et puis on l'a déposée dans les marais. Mais elle était très bien où elle était, la tortue. Elle vivait sa vie. À moins qu'elle soit au milieu de la route, et que oui, quand elle est au milieu de la route, c'est une tortue, ça avance pas vite, il y a de fortes chances qu'elle ne finisse pas à traverser la route. À part dans ces moments-là, j'ai envie de dire, la tortue, elle est très bien où elle est. C'est comme si on vous prenait et qu'on vous disait « Oh, non, là, ils sont pas au bon endroit » et qu'on vous emmenait, je sais pas, en Amérique du Sud. Voilà. Donc voilà, c'est aussi réfléchir un peu sur nos actions et se dire qu'on n'a pas toujours besoin d'avoir un geste sur la nature, de vouloir contrôler. Et il faut se dire aussi qu'on en fait partie, en fait. Et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'on est déconnecté et qu'on a du mal à se dire on fait partie de la biodiversité. Donc c'est aussi se réintégrer à tout ça. Nicolas, tu voulais peut-être répondre sur les entreprises? Rapidement, 2 éléments. Comme vous l'avez compris, mon métier, c'est d'accompagner des entreprises sur les sujets de biodiversité. Alors, je vais vous donner quelques anecdotes rapidement, ok, pour faire très court. Moi, j'adore, c'est quand on me dit « Ouais, on a un super plan biodiversité, on a commandé des ruches. » Ah, ça, c'est le truc que j'adore. Donc, ils ont une super plateforme logistique, c'est que du béton partout, il y a du bitume partout, et ils ont dit « Non, mais c'est bon, on a pris un gars de l'étanchéité, ils vont nous faire la toiture. » On a mis plein de plantes grasses parce qu'il n'y a pas d'autre chose qu'on va mettre sur une toiture. On va mettre des petites plantes grasses, voilà. Parce que faire une vraie toiture végétalisée, ça demande des supports, ça demande de l'épaisseur, ça fait du poids, etc. Donc on met juste des petites plantes grasses. Et puis dessus, on met des ruches. Voilà. Et alors en fait, là on a fait notre petite action du moment. Alors je vous passe même pas les détails parce que en fait c'est parfaitement documenté aujourd'hui. Le fait que vous mettez une espèce qui est entretenue par l'homme, que vous nourrissez par l'homme,
qui en plus a une grande faculté de pollinisation, plus que les milliers d'espèces sauvages à côté quand vous vous mettez dans un endroit. Donc en fait, vous déstabilisez des milieux de manière assez forte quand vous faites ce genre de choses. Surtout que quand vous êtes dans des parcs industriels, la diversité des espèces, elle est naze. Il faut être clair, hein, c'est nul, parce qu'on met que des plantes d'ornement. Donc voilà, je passe les détails. Donc voilà, ça c'est le genre de choses que je vois très souvent. Donc la ruche sur le toit. Puis alors le dernier élément, alors c'est pas une critique par rapport aux nichoirs qui sont là, hein, pas du tout. Mais en fait, c'est on a mis des nichoirs. Alors ça c'est le truc. En fait c'est l'action qui pense à avoir tout fait. Donc planter des arbres, on a mis des nichoirs. Voilà, alors je vais aller vraiment dans le sujet. Hein. Donc je suis une entreprise de logistique, j'ai des camions en permanence qui roulent sur toutes les routes. Hein, voilà. Je consomme du carburant, du kérosène et tout le tralala. Et mon sujet ça a été de dire j'ai fait ma bonne action de mettre des ruches et de mettre des nichoirs. Vous voyez en fait c'est ce que je disais au préambule. Si vous êtes dans une main avec un gros marteau en train de flinguer la biodiversité, puis de l'autre côté vous prenez un petit pinceau puis vous dites j'ai mis des ruches. En fait, vous n'êtes pas du tout dans les ordres de grandeur du sujet. Donc en fait, la vraie question de toutes les entreprises, c'est d'abord les questionner sur leur modèle économique, leur activité économique et qu'elles diminuent leur pression. Donc moi, le gars de la plateforme logistique, je lui ai dit, bon, attends, peut-être que le premier sujet, c'est la centaine de milliers de litres de pétrole que tu consommes chaque année, qui occasionne un changement climatique. Peut-être que ça, c'est déjà un sujet. C'est peut-être aussi l'artificialisation des routes, c'est peut-être les camions qui roulent, les particules de pneus, enfin voilà, je veux dire, il y a des sujets à penser peut-être préalablement, quoi. Donc en fait, on a pas mal de fausses bonnes idées que vous avez témoignées et que je trouve ça assez juste hein, sur ce genre de sujet, qui nous fait que on va déplacer une espèce, on va mettre des espèces qui ne sont pas adaptées. Et c'est assez délicat parce que ce qui est très très dur quand je dis ça, là je le fais avec beaucoup de cynisme, mais pardon si certains ont fait ça, hein, mais ils le font pas de manière mauvaise. C'est des gens qui sont sincèrement animés. Ils se disent on veut vraiment bien agir. Et c'est là où c'est hyper dur nous de rentrer là-dedans parce qu'on se dit mais ouais c'est dur. Je rentre pas dans les détails mais c'est dur parce qu'on se dit ils ont essayé de bien faire et ils ont fait des choses qui ont coûté de l'argent, qui ont demandé de l'investissement, d'acculturer les équipes pour embarquer tout le monde et au final c'est mignon d'avoir un petit pot de miel à offrir à tous les salariés de la boîte mais ça n'empêche pas que tu es toujours en train d'avoir une activité très extractive ou qui abîme la biodiversité. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant à poser, quoi. Donc c'est ce que moi j'appelle les FBI, les fausses bonnes idées. Voilà, donc voilà. Pensez à ça et vraiment quand il y a des sujets comme ça, rapprochez-vous de professionnels. Enfin, même si vous dialoguez avec d'autres personnes, je vous invite vraiment à vous rapprocher des professionnels, vous en avez là, qui sont spécialisés là-dedans et qui vous diront voici les essences que vous pouvez planter, voici ce qui pourrait être intéressant et qui connaissent les écosystèmes aux proximités de l'entreprise ou de vos activités et qui vont dire voilà ce que vous pouvez mettre en œuvre. Et c'est vraiment fondamental de s'adresser à ces gens-là. Merci beaucoup. Donc maintenant qu'on a compris que on va dire il y a une pression aujourd'hui qui est mise sur la biodiversité, qu'il y a des choses qui ne sont plutôt à ne pas faire, même quand on essaie de bien faire. Donc aujourd'hui, on se pose la question, on va dire localement, dans notre jardin ou dans notre vie quotidienne aussi, quelles seraient plutôt les bonnes idées? Est-ce que vous avez quelques exemples un petit peu à donner et des choses, on va dire peut-être générales ou en tout cas simples à mettre en œuvre? Et si c'est pas le nichoir, typiquement, qu'est-ce que ça peut être? Ou en tout cas, s'il y a le nichoir, qu'est-ce qu'il faut faire pour justement accompagner la bonne idée? On va prendre le cas d'une maison avec un petit jardin très classique. L'idée c'est peut-être sur certains, pas forcément sur l'ensemble du jardin, mais sur une partie du jardin, c'est de laisser faire. Peut-être laisser un petit carré comme ça d'herbe où on peut avoir les fleurs qui s'épanouissent et qui grandissent sur plusieurs mois. Ça sera très bénéfique en tout cas pour tout un tas d'insectes pollinisateurs. Sans chercher forcément à planter ou à semer des graines, notamment d'espèces qui ne viennent pas d'ici, qui ne sont pas adaptés et qui ne sont pas du tout adaptés à nos pollinisateurs à nous et donc du coup qui ne servent à rien entre guillemets pour ces espèces-là. Ça peut être aussi de laisser des petits tas de bois, de bois morts, un petit tas de bois quelque part. Voilà, il y a plein d'espèces aussi d'insectes et de reptiles ou autres qui pourront aller se mettre dedans. Moi je suis très branché chauve-souris aussi, donc c'est vrai quand on a un volet, s'il y a un volet qu'on peut laisser ouvert printemps-été, c'est aussi très favorable aux chauves-souris. Il y a des chauves-souris qui vont pouvoir venir se mettre derrière si on a un comble et que voilà, on peut les accueillir aussi dans son comble. Alors ça c'est royal. Les chauves-souris sont aussi des petits êtres
très fascinant et voilà, et qui participe aussi à la régulation de tout un tas d'insectes qui sont pour nous, on va dire, que nous on voit comme nuisibles, notamment les moustiques. Voilà, je sais pas, j'en ai plein d'autres en tête et là il y en a plus, enfin il y en a plein qui me vient. Oui, des mares aussi, bah oui, on peut faire des petites mares, alors pas forcément les mini piscines avec voilà, des berges complètement abruptes, mais une petite mare avec un petit peu de végétation à l'intérieur, c'est aussi très favorable. Bah, les amphibiens voilà, apprécient aussi, et tout un tas d'insectes comme les libellules ou autres pourront aussi venir s'y réfugier. Les arbres morts, ouais, bah, les petits tas de bois morts ou un arbre mort. Alors un arbre mort et un arbre plein de vie, hein, ça c'est s'il n'est pas dangereux pour les êtres humains qui vivent à côté, s'il n'y a pas de risque qui nous tombe sur le coin de la tête, faut pas hésiter à le laisser, même s'il est mort, ça sera toujours bénéfique. On a parlé marre justement. Prends le micro. Alors le sujet de la mare est intéressant parce qu'on se dit que ça peut être une action, en tout cas ce qu'on entend beaucoup, c'est que ça peut être une action liée à la biodiversité. Nous spécifiquement dans le Médoc, on a un petit animal qui nous embête pas mal l'été, le moustique. Surtout toi. Surtout moi. Il m'embête surtout à moi. Et est-ce que finalement, est-ce que cette mare c'est plutôt un allié ou plutôt quelque chose qui va aider le moustique à proliférer ? Alors, le moustique, déjà, il y a deux sujets. Il y a le moustique et il y a le moustique tigre. Déjà, c'est pas la même chose. Enfin, c'est un moustique, les deux. Mais, donc, il y en a un qui est une espèce exotique envahissante et l'autre qui est local d'ici. Et le moustique, qui est d'ici, il faut savoir que, comme Laetitia a commencé à le dire, les chauves-souris mangent des moustiques. Les grenouilles mangent des moustiques. Donc déjà faire une mare qui en plus pourrait accueillir des amphibiens, au final ça permettrait de nourrir, elle mangerait les moustiques. Donc c'est aussi re-questionner tout ce cycle en fait. On n'aime pas les moustiques et on n'aime pas les chauves-souris, mais on a des moustiques chez nous et on est bah oui mais laissez les chauves-souris venir et laissez les amphibiens venir. Donc déjà c'est un sujet en fait. Et après, il y a le sujet du moustique tigre. Peut-être que Laetitia, tu saurais plus développer sur ça. Alors c'est vrai que le moustique tigre, je sais pas lequel embête le plus là, mais le moustique tigre, c'est vraiment celui qui va nous enquiquiner la journée. Malheureusement, lui, voilà, il colonise la France depuis une quinzaine d'années, voire un peu plus maintenant. Et petit à petit, il arrive, il colonise les départements de plus en plus vers le nord de la France. Donc je pense qu'il va falloir faire avec, malheureusement. Et quoi dire de plus alors il intègre du coup aussi la chaîne alimentaire locale, mais pas tant que ça finalement. En tout cas, les chauves-souris, pour revenir aux chauves-souris, c'est pas elles qui vont être les plus efficaces contre le moustique tigre, hein, parce que le moustique tigre qui nous embête surtout la journée, les chauves-souris, la journée, elles se reposent. Donc ça va être plus des oiseaux insectivores, tout ce qui est hirondelles, martinets, mésanges, etc., qui pourront participer à sa régulation. Mais là, en tout cas, la solution pour ce moustique-là, ça va être plus d'aller à la chasse chez nous de tous les petits points d'eau, mais vraiment les micro-points d'eau. Une mare ne va pas faire proliférer, en tout cas, le moustique tigre. Ça ne sera pas son habitat. Son habitat, c'est vraiment proche des maisons, une coupelle d'eau sous un pot de fleurs. Voilà, vraiment les petits endroits où il y a de l'eau autour de nos maisons. Une mare, une piscine ou autre ne va pas du tout permettre la prolifération de ce moustique-là. Voilà, donc dans les bonnes actions, après, je sais plus. Ouais, sur le carbone. Je veux bien. Et après, ça va être rapide, je pense. Parce que au début, c'était un peu moralisateur tout ce qu'on a eu comme remarque, et c'était un peu pessimiste. Mais oui, il y a plein de solutions et plein de choses à faire. Donc Laetitia, elle a présenté des actions à faire dans le jardin. Il y a quelque chose aussi qui n'est pas forcément très connu des gens, c'est les sciences participatives. Donc là, c'est pour aider à mieux connaître en fait ce qu'on a autour de nous et l'évolution des populations des différentes espèces. Et donc les sciences participatives, il y a un site internet qui explique très bien ça, qui est Open Sciences Participatives. Et en gros, c'est pour que chaque citoyen
puisse apporter des choses à la science. C'est-à-dire, par exemple, on va vous demander de, pendant 1 heure, noter tous les oiseaux que vous voyez dans votre jardin. Ou alors, pendant 1 heure, noter tous les pollinisateurs qui vont venir se déposer sur une fleur. Et on ne vous demande pas d'être des experts et de connaître toutes les espèces et tout ça. C'est vraiment accessible à tout le monde. Et ça permet derrière à la science d'avoir une meilleure idée de qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on a sur le territoire et comment évoluent ces populations. Donc c'est super intéressant et ça rapproche aussi les gens de ce qu'on appelle la nature, mais dont on fait partie finalement. Mais ça les rapproche parce que ça leur apprend à observer et à mieux connaître en fait ce qu'on a autour de nous. Voilà. Et après, sur un plan plus global, pas au plan individuel, mais ça va être... ça va être pour qui on vote et qu'est-ce qu'on met dans nos urnes, parce que derrière, c'est les élus qui vont prendre des décisions sur des actions locales, sur des actions de désimperméabilisation, des actions de préservation de certains espaces naturels. Donc après, c'est d'un point de vue aussi, c'est collectif et individuel, mais c'est s'engager auprès d'associations, auprès de nos collectivités pour mettre en place des actions sur un plan plus global sur tout un territoire. Je vais juste peut-être rajouter un petit point. On a parlé des moustiques, etc. D'une manière générale, quand on a ce qu'on appelle, nous, un nuisible, la solution qui marche bien, c'est de rajouter de la biodiversité. C'est hyper simple. Donc on l'a dit, mettre des espaces pour que des oiseaux puissent s'ébattre, des chauves-souris puissent s'ébattre, etc. Donc ça, c'est le premier point. Moi, je vais vous proposer une réflexion un peu plus globale, parce que là, on a été plus dans l'action. On classe les actions selon souvent trois éléments. Soit je peux réduire mes pressions sur la biodiversité, soit je peux l'aider. Donc là, on a parlé beaucoup de l'aider. C'est-à-dire, on vient nous agir pour créer un espace, un habitat, etc. Et après, on a un super pouvoir. Alors, je vais vous donner un exemple dans chacun des catégories rapidement. Il y a un exemple, c'est qu'on parle souvent des enjeux du changement climatique et lutter contre le changement climatique. Si vous voulez faire une action assez concrète et hyper simple, c'est peut-être aussi regarder ce qu'on met, tu l'as dit, dans l'urne, mais aussi regarder ce qu'on met dans notre assiette. Tout simplement. Okay, alors, notre diversité alimentaire est extrêmement faible. Par exemple, en ce moment, vous êtes assis et vous marchez, vous piétinez une quantité incroyable d'espèces comestibles que nous ne consommons plus et qui sont parfaitement nutritives. Donc ça, c'est la première chose. On a fait reposer une grande partie de nos céréales sur très peu d'espèces, très peu de variétés. Donc là, ça joue aussi. C'est-à-dire que la monoculture de beaucoup des espèces de culture joue malheureusement aussi sur la biodiversité. Et puis notre consommation très importante de viande, elle occasionne aussi une pression sur les écosystèmes, puisqu'une grande partie des cultures sont dédiées à l'alimentation animale. Donc vous voyez, des fois il y a des actions qui sont bingo, c'est-à-dire je consomme moins de viande, je consomme plus diversifié, vous permettez en plus d'avoir une action climat, une action biodiversité. Vous réduisez votre vitesse en voiture, vous faites du vélo, etc. Vous limitez l'artificialisation des sols, les pollutions des nappes, etc. Je ne rentre pas dans les détails, mais en fait toutes les actions que vous connaissez classiquement sur les sujets carbone sont globalement favorables à la biodiversité. Alors, il y a des études qui montrent très bien ça. Et j'irai même plus loin. Si vous prenez une action en faveur du vivant et de la biodiversité, il y a de très grandes chances qu'elle soit favorable au carbone. L'inverse est moins vrai, mais dans ce cas, d'ailleurs, si je fais une action carbone, je peux impacter la biodiversité. Pensez tout simplement aux agricarburants, c'est un très bon exemple, d'accord ? Vous décarbonez, mais en même temps, vous faites une pression sur les terres. Donc c'est juste pour montrer ce petit point qui peut être un lien assez intéressant. Le deuxième point, donc on l'a dit, c'est donc j'ai dit ça, c'était réduire. Deuxième, c'était essayer d'aider et d'améliorer. Donc ça, on en a très bien parlé. Je ne vais pas revenir dessus. Donc, création d'espace, d'habitat, aider. Troisième point, super pouvoir. Et là, vraiment, je veux votre attention. Vous allez voir, c'est l'action la plus puissante du monde. Donner aux associations environnementales. C'est l'action la plus puissante que vous pouvez avoir, c'est de donner un soutien massif et collectif à la biodiversité. Et ça vaut pas cher. Il y a des associations, c'est 1 euro, c'est 10 euros, c'est votre moyen. Franchement, c'est l'action qui peut avoir le vrai poids. Parce que des associations, quand elles arrivent devant des élus et qu'elles disent
J'ai 100 membres, ou 200 membres, ou 1200 membres, c'est pas le même poids. Donc vraiment, donner à des assos, c'est vraiment le point le plus important. Même si vous n'êtes pas d'accord avec tout ce qu'elle fait, franchement, vous avez plein d'assos, plein de soutiens qui existent et qui vont donner là-dedans, donc allez-y. Et après, des petites actions que vous pouvez... Ça, c'est une action vraiment collective. On dit tout le temps, qu'est-ce que je peux faire, moi tout seul, individuel. C'est une vraie action collective de donner à une association environnementale, donc faites-le. Je vous invite à le faire. Faites-le là où ça vous semble plus de sens, à l'échelle nationale ou à l'échelle locale. Ça va vraiment avoir un poids énorme. Vraiment, je dis, je pèse mes mots et j'ai pu mesurer à l'échelle de mon territoire à quel point c'est un poids colossal de donner à des associations environnementales. Et peut-être que dans les autres actions que je donnerais à l'échelle individuelle en termes de super pouvoir, c'est faites venir des gens à des événements comme ça. Amenez des amis, la famille, faites-leur découvrir le vivant, faites-leur faire des balades, montrez-leur à quel point c'est sympa, faites des balades ornitho, allez voir à la LPO, faites des balades avec le CPIE, découvrez les parcs naturels du PNR. Amener des gens dans la nature, parce que reconnecter les personnes au milieu vivant, c'est leur amener aussi une sensibilité, une préoccupation, un horizon différent, et c'est fortement mobilisateur, parce que c'est à côté de chez nous, et c'est quelque chose qu'on aime, c'est notre cœur. Donc pensez-y que si vous voulez mobiliser des personnes, viens les dire, viens voir comme c'est beau, quoi. Parce que ce qu'on aime, c'est ce qu'on protège. Donc amenez les gens à aimer la biodiversité. Voilà. Virginie, t'as bien filmé parce qu'il va falloir diffuser le message là qu'il a dit, monsieur. Donc, on voulait finir sur une note un peu souriante, même si c'était pas si pessimiste que ça, moi je trouve. Même si le constat est pessimiste. Alors, on voulait savoir pour demain, est-ce que chacun, vous pouvez nous donner le récit d'un lendemain positif incluant la biodiversité, une sorte de jardin d'Éden. Alors, c'est pas facile. C'est une question surprise, on les a pas préparées, donc ils sont un peu emmerdés. Tu veux y aller? Déjà, prendre le temps de voir les saisons, en fait, d'être dehors et de se reconnecter juste aux saisons, aux différentes saisons, et de passer le plus de temps dehors, pieds nus, je sais pas, enfin faire des choses avec nos mains, les mains dans la terre. Vraiment, c'est se reconnecter à soi et avec tout ce qui nous entoure. Voilà. Je fais des ateliers à la ferme florale aussi, qui aident beaucoup à juste se poser et à mettre les mains dans la terre et à se reconnecter avec tout ça. Et c'est chouette. Juste préciser que pieds nus, je suis complètement d'accord. Alors, si on remet ça à la mode, on va faire un peu de pub pour Eco. Il y a des parcours pieds nus un peu partout, il y a de la boue là-bas, vous pouvez marcher. Voilà. Et bientôt une inauguration, on vous en parlera plus tard. À qui t'as retrouvé? Alors, moi j'ai préparé ces questions avec mon directeur, parce qu'à l'origine c'était lui qui était censé être là, et il se trouve que son fils déménage à Vichy, et que du coup il doit aller l'aider à déménager à Vichy, donc c'est moi qui suis là. Mais du coup il m'a dit qu'il allait travailler sur les questions pour m'aider et tout. Et il a écrit toute une histoire, et j'ai envie de vous la lire. Je sais pas si c'est lui qui l'a écrit, s'il l'a trouvé quelque part. J'ai pas eu une réponse de sa part, c'est ce que je regardais à l'instant. Mais du coup, je vais vous la dire. C'est pas très long. Ne vous inquiétez pas, c'est pas toutes ces feuilles. Alors, c'est Utopie Médoc 2040, le réveil des marais. Le soleil se lève sur les marais du Conseiller. Une brume légère danse au-dessus des roselières, où les hérons cendrés et les aigrettes garzettes commencent leur journée. Les canaux, autrefois encombrés et envasés, sont désormais foisonnants de vie, bordés de massettes et grandes roselières. Ici, chaque goutte d'eau, chaque brin d'herbe, chaque chant d'oiseau raconte une histoire de renaissance. Grâce à des décennies d'efforts collectifs, les marais de la pointe du Médoc sont redevenus un sanctuaire de biodiversité. Les digues ont été repensées pour laisser passer l'eau saumâtre par endroits, recréant des gradients de salinité essentiels à la vie. Les prairies humides, autrefois drainées, ont été réhabilitées, offrant refuge aux orchidées sauvages, aux rainettes et aux libellules. Les trames arbustives, comme des réseaux de fossés, chenaux, crastes, relient désormais les marais aux forêts de pins et aux dunes, permettant aux espèces de circuler librement. Les espèces menacées sont revenues. Le busard des roseaux niche à nouveau dans les roselières, tandis que l'esturgeon, symbole de l'estuaire, remonte la Gironde pour frayer. Les pêcheurs locaux, garants de pratiques durables, veillent à ne pas perturber ces cycles,
fragiles et ont remplacé les bateaux-usines du large. Les habitants du Médoc sont devenus les gardiens de ce paradis. Les écoles organisent chaque semaine des sorties nature avec les élus. Les enfants apprennent à reconnaître les plantes, à observer les oiseaux et à comprendre l'importance de chaque maillon de la chaîne alimentaire. Les jardins partagés fleurissent dans chaque village, où l'on cultive des variétés locales sans pesticides, attirant tous les pollinisateurs, des mouches aux papillons. Les entreprises locales se sont aussi mobilisées. Les vignobles ont adopté des pratiques agroécologiques, les ports de pêche trient leurs déchets et les artisans utilisent des matériaux durables. Même les touristes, attirés par cette nature préservée, participent à des chantiers de restauration ou à des ateliers de sensibilisation. Le Médoc a prouvé que prospérité et biodiversité peuvent aller main dans la main. L'écotourisme s'est développé, des écolodges discrets, alimentés par l'énergie solaire, accueillent les visiteurs souhaitant découvrir les marais en kayak ou à vélo. Les produits locaux, huîtres, sel des marais, miel, vin bio, sont devenus des ambassadeurs d'un territoire résilient. Les emplois verts se sont multipliés, guides naturalistes, gestionnaires de réserves, artisans en éco-construction, conseillers en solutions fondées sur la nature, sylvo-éleveurs, côtoient des banques d'échange de temps. Le soir, alors que le soleil se couche sur les dunes de Saint-Nicolas, les familles se retrouvent sur les pontons d'observation mouvants pour admirer les balais des sternes et des bernaches. Les anciens racontent aux plus jeunes comment, il y a 20 ans, ces lieux étaient menacés par l'érosion. Aujourd'hui, ils sont un symbole d'espoir, la preuve que lorsque les humains choisissent de coopérer avec la nature, tout devient possible. Un panneau à l'entrée du marais résume cette philosophie. Ici, chaque pas compte. Merci de respecter ce fragile équilibre pour que demain soit aussi beau qu'aujourd'hui. Waouh! Alors ça me donne l'occasion, c'est un super texte. On a fait un atelier d'écriture avec Charlotte Cana, qui est, je ne sais pas où elle est, Charlotte. T'es là, Charlotte? Non, elle n'est pas là. Et les textes sont affichés juste là. C'est la scène des mots qui a lieu tous les mois. Je vous invite à venir. On écrit et des amis musiciens nous accompagnent sur les mots qu'on a écrits. Et là, on l'a fait sur la biodiversité. Et donc, il y a une dizaine de textes, si vous voulez aller lire. Voilà. C'est pas des spécialistes du tout. Donc, un petit... Ouais, c'est difficile. Difficile de passer après toi et après le texte de Patrick. Non, moi, ce que j'imaginerais bien, ce que j'aimerais voir, c'est des villes et des villages déminéralisés où on puisse avoir beaucoup plus de verdure, où on puisse avoir un sol vivant, où on puisse se sentir un peu comme en pleine nature, mais au sein des villes et des villages. Et je pense que si on y arrive aussi, si la perception de ces changements-là est de plus en plus bonne et acceptée, ce sera gagné aussi. Facile, hein. Allez. Alors en plus sur le Médoc. Non, en fait, il y a beaucoup de souhaits, mais qu'est-ce qu'on pourrait rêver? Moi, je rêve d'un monde où on a un autre regard sur le vivant, où on a vraiment changé notre esprit, notre manière de le voir, de le regarder, et qu'en ce moment même, quand on regarde les chênes qui sont là, ou les fruitiers, les oiseaux, les pinsons qu'on entend chanter derrière. Là, hop, voilà. C'est de se poser la question, quelque part, que ce sont nos semblables, et que finalement, on a aussi, je dirais, au-delà des concepts de notre diversité humaine, on a une diversité du vivant, d'essayer de se dire que peut-être demain, on pourrait l'accepter beaucoup plus largement. Alors on va certes déminéraliser, on va certes avoir des solutions fondées sur la nature, mais je me dis qu'on pourrait imaginer que les modes d'organisation aussi de nos sociétés aient radicalement changé. D'ailleurs, nos modes de production, nos modes de consommation auraient radicalement changé. Et j'aime bien faire la distinction souvent entre l'utopie et la science-fiction, quoi. Parce que la science-fiction, ça ferait appel à des choses qui sont absolument pas réelles, qui ne pourraient pas exister, alors que l'utopie, c'est dans le domaine du possible. Je veux dire, donc, envisager d'autres mondes, d'autres modèles économiques qui prennent soin du vivant, c'est parfaitement possible. Il y a des peuples qui ont fait ça pendant des millénaires. Certes, vous allez me dire, ils n'ont peut-être pas le même confort, la façon de vivre, etc. Je peux l'entendre. Hein. Pour autant, ils ne les ont pas prédatés, abîmé le milieu dans lequel ils vivent, quoi. Donc, sans tomber dans un extrême, et j'invite vraiment tout le monde à cette réflexion collective de ne pas retomber dans l'exemple assez classique de vous dire
ah bah si on préserve la biodiversité, on va revenir comme des hommes des cavernes ou dit des hommes primitifs. Non, non, soyons logiques aussi, soyons raisonnables et soyons nuancés. Il est parfaitement possible aujourd'hui d'envisager un monde dans lequel on a des activités qui sont ralenties, qui sont fondées sur la nature, qui sont déminéralisées, où on remet de la nature dans notre quotidien, dans notre vie, où des enfants apprennent les choses, et nous-mêmes apprenons les choses les plus basiques et les plus élémentaires depuis tout petit, où notre manière de produire et de consommer est complètement différente, où on a complètement banni les produits phytosanitaires et les engrais de synthèse, tout simplement, voilà, parce qu'on a désintensifié notre consommation alimentaire, voilà, où on a arrêté de prédater des ressources de manière importante, et en fait ça c'est possible, ce n'est qu'un choix de société. Et ça c'est ce à quoi j'aspire, et j'aimerais souvent, je dis très souvent puisque je donne des cours en école d'ingénieur, je leur dis très souvent, moi ce que j'aimerais c'est que dans les premiers cours vous veniez faire un tour en forêt plutôt que d'aller faire un tour dans une usine. Je pense que ça changerait un peu le rapport au monde et on arrêterait un petit peu d'avoir des personnes qui veulent tout le temps construire et artificialiser et qui voudraient plutôt renaturer. Voilà, je finirais plutôt là-dessus. Moi je rajouterais un médoc sans barrière. Moi qui me balade beaucoup, je vois beaucoup de barrières. Et honnêtement, on parle des papillons, des oiseaux, ils peuvent passer par-dessus, mais il y a beaucoup d'animaux. Ces barrières-là, ces murs, voilà. Et est-ce qu'on en a vraiment besoin pour créer du lien, peut-être enlever les barrières dans 20-30 ans, qu'il n'y ait plus de barrières dans le Médoc. Et dans nos têtes. Voilà, après, là, je crois qu'on a fini la conférence. Je veux remercier déjà le site d'éco qui nous a permis. Voilà, après les questions. Jo, qui a été formidable. Et après, vous dire juste que Léo, qui a fait le spectacle tout à l'heure, il dédicace ses livres. Vous pouvez aller voir Nathalie à la librairie. Et il va vous en dédicacer. C'est un très très beau livre. Voilà. Et après, quoi dire de plus à toi. Non, merci à vous pour votre temps, pour avoir fait ce trajet lors de cette journée. Si vous souhaitez que les échanges continuent, je pense que vous vous mettez à disposition aussi, c'est ce que vous nous aviez dit. Et donc voilà, donc on a un atelier sur la biodiversité un petit peu donc dans le jardin et sur le territoire du Médoc. Là-bas au fond, donc avec des prospectus notamment, les agendas des balades, il me semble, voilà, tout un tas d'informations. Donc n'hésitez pas à venir nous voir pour poursuivre ces échanges. Merci à tous. Oh, c'est fini. Ça, s'il y a des questions, peut-être. Ouais. Ah, une question. Alors, vous avez parlé alors, je m'excuse, je suis malade, mais c'est pas très grave, ça m'empêche pas de poser la question. Vous avez parlé de fleurs ou de graines à ressemer chez nous dans le Médoc. Bah, c'est lesquelles? Parce que moi, dans mon jardin, j'ai que des achillées millefeuilles. C'est moche. J'aimerais en avoir des plus jolies. Mais je ne sais pas lesquelles. C'est très utile, ouais, certes. Mais pour avoir un jardin fleuri avec de la couleur, bah, je ne sais pas quelles sont les graines d'ici, les graines des fleurs d'ici. Je veux répondre. L'achillée des millefeuilles, si on est hémophile, c'est très pratique. Oui, oui. Ouais, l'achillée millefeuille, c'est très bien aussi pour les pollinisateurs et autres. Enfin, c'est très sympa. Là, comme ça, je ne pourrais pas vous répondre sur des espèces en particulier, mais après, je peux vous inviter à regarder un site internet qu'on a créé qui s'appelle le Guide des plantes en Médoc. Et en fonction de l'entité paysagère et du type de sol que vous avez chez vous, vous allez pouvoir regarder les espèces qu'on peut y retrouver et peut-être les semer. Les trouver en jardinerie ou autre et les semer sous réserve qu'elles soient produites localement. Bah oui. Ah oui, sinon j'ai des sachets de graines aussi, mais qui sont pas forcément adaptés à tous les types de milieux, mais je pourrais vous en... Il y a de l'achillée millefeuille dedans en plus. Justement. Moi, je connais pas du tout votre jardin, mais je pose ces questions-là juste pour amener un peu de réflexion. C'est peut-être s'il ne pousse que de l'achillée millefeuille dans votre jardin. Je commencerai par en dire pourquoi. C'est la qualité du terrain déjà qui veut ça.
Ok. Donc voilà, peut-être c'est la qualité. Est-ce que je sais pas quelle est la manière, quelle est la conduite sur votre terrain en termes d'entretien, de gestion de cet espace. Moi, je vais vous témoigner quelque chose du coup. J'ai acheté une propriété quelques années qui était où il y avait énormément de pâturage et donc j'avais plusieurs espèces qui étaient présentes et une abondance notamment de, enfin j'avais plutôt une représentation exhaustive on va dire, notamment de fougères qui envahissaient ce terrain, des ronces, voilà, donc des choses que visuellement on n'a pas envie de voir quoi. Ouais, c'est pas top. Et j'ai complètement abandonné le terrain. Je me suis dit qu'est-ce qui va se passer quoi. Donc en fait, on voit apparaître un peu de trèfle, on voit apparaître de la centaurée qui va apparaître, on a tout un tas de graminées qui va apparaître. Voilà. Donc il faut aussi laisser la place aux graminées qu'on ne trouve pas forcément très belles, mais elles ont un vrai rôle écologique, donc il faut y penser. Et donc là, d'un seul coup, qu'est-ce qui est apparu? J'ai énormément de papillons qui sont apparus. Donc j'ai une diversité de papillons qui a vraiment augmenté. Et ensuite, j'ai essayé un peu de semer des choses, un peu de trèfle, un peu de luzerne et autres, voilà, pour essayer d'améliorer des choses. Et au bout d'un moment, j'ai dit, j'arrête tout quoi. J'ai laissé faire et j'ai regardé un peu ce qui se passe. Et par exemple, j'ai aussi essayé d'être en action avec ce qui était présent. Et j'ai laissé apparaître ce qui spontanément était là. Donc j'avais de la ronce, j'ai pas lissé la ronce et du coup j'ai des super murs. Ouais, ça se travaille en fait, on peut vraiment travailler avec la ronce pour comprendre son mécanisme biologique de fonctionnement, cette capacité à rejeter tout le temps des stolons pour s'agrandir, vous pouvez la contraindre à faire ça, et puis du coup elle va se mettre à être très productive en fruits, et vous la palissez. Donc, voilà. Donc la ronce on n'aime pas. Voilà. Et puis d'ailleurs j'ai ramené, si certains souhaitent goûter, je le ferai tout à l'heure, j'ai ramené une tisane de ronce qu'on peut faire un thé oolong avec la ronce. Vraiment, même gustativement, on a les mêmes composés aromatiques. Donc, vous voyez, il y a des exemples comme ça qui sont assez intéressants à travailler. Donc, essayez, ça peut être une belle expérience de voir aussi quelle succession naturelle va être faite. Et alors, on a donné aussi des exemples assez simples. Moi, si vous mettez des habitats particuliers, vous allez aussi amener des animaux qui vont eux-mêmes amener des graines et qui vont eux-mêmes amener d'autres espèces. Par exemple, vous savez comment on fait une haie hyper simplement, sans rien faire? Vous connaissez la solution? Vous plantez 2 piquets, vous tendez un fil. Et vous attendez 10 ans. Hey, vous avez les oiseaux qui vont se poser sur le fil et par leur excrément, vous allez avoir tout un tas d'essences qui vont pousser sous cette... Et ça marche très bien, hein, ça se voit classiquement sous les clôtures, vous voyez différentes espèces qui sont très différentes que ce que vous avez ailleurs. Ça vient de là en fait, hein, les oiseaux posent, leurs déjections vont faire ça. Donc vous voyez, vous avez plein d'éléments de cet ordre-là qui vous permettraient peut-être de ralentir un petit peu, d'être pas dans une question interventionniste, qui vont vous ménager aussi vous. Voilà, et qui vont vous permettre d'accueillir en fait cette diversité, de l'observer. Et je vais vous donner un auteur qui va peut-être, alors peut-être ça vous parle ou pas, mais un auteur qui documente parfaitement ça, c'est Gilles Clément, qui est un célèbre paysagiste. Je vous invite à lire ses ouvrages, et qui s'appelle Le Jardin en mouvement, et qui vous invite chaque année à voir comment évolue votre jardin, d'accord, et qui va essayer de dialoguer, de rentrer en échange avec ce jardin, et puis peut-être que le massif fleuri va se déplacer un petit peu, peut-être que cette touffe-là va bouger, peut-être qu'il y a une autre espèce qui est là, et on va essayer de travailler en conciliant les enjeux humains et naturels là-dessus. Donc regardez son ouvrage, il a fait 40 et quelques ouvrages, mais celui-là s'appelle Le Jardin en mouvement. Je vous invite vraiment à le regarder, c'est très précieux pour savoir comment on travaille avec sa biodiversité locale et son jardin local. Et il y a juste 2 choses que j'aimerais bien ajouter. Parce que tu disais laisser le temps et regarder et prendre le temps. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre, mais les choses prennent du temps en fait. Nous, on est dans un monde où tout va très vite, mais les choses prennent du temps. Et par exemple, les arbres vivent des centaines d'années, donc il faut se dire que la notion du temps pour eux n'est pas du tout la même. Et donc il faut aussi accepter que les choses prennent plus de temps que ce qu'on veut nous faire croire aujourd'hui. Et autre chose, juste sur la ronce, il faut savoir que la ronce, souvent elle est mal aimée. La ronce, c'est la pépinière de la forêt. C'est là que en fait, les petites graines vont germer et vont plus tard devenir des arbres. Parce qu'au début, en fait, elles ont besoin d'être... Par exemple, les chênes, les jeunes chênes ont besoin d'être un peu à l'ombre et un peu protégés de tout le reste. Et donc les ronces, c'est pas juste des choses qui piquent et qui sont dites pas belles. C'est aussi là-dedans que va naître beaucoup de choses. Ben voilà. Une question d'Olivier. Viens nous voir, Olivier.
faire des botaniques. Non, j'avais une question, parce que tout à l'heure on me parlait moi chez moi j'ai un jardin, qui est un peu comme tout le monde, mais ça fait 3-4 ans que je laisse des zones en friche, à partir de maintenant, là, voilà. Et je voulais savoir, est-ce qu'on sait quel réel impact ça a, en fait, au niveau de la biodiversité, en fait, ces friches-là, à titre individuel, par exemple dans un jardin. Est-ce que si tout le monde faisait ça, qu'est-ce que ça changerait? Voilà. Dis-le, c'est juste que pour préciser en introduction, je sais qu'il y a une étude qui a été faite par le MNHM là-dessus, et je sais qu'elle existe, mais j'avoue que je n'ai pas les résultats en tête. Je suis désolé. Mais je laisse répondre et je pourrais peut-être compléter. De quoi? Ah oui, oui, moi je le fais voilà, pour la biodiversité. Juste un truc, quand tu laisses pousser tu laisses la plante aller jusque quand tu coupes à ras, elle a pas le temps de développer ses fleurs, donc tu laisses faire tout son cycle. Voilà, je cherche le mot. Et rien que ça, voilà. Dans le système. Qu'est-ce que ça veut? Est-ce qu'on sait, par exemple, l'impact que ça a sur, sur le système de développement par exemple, les insectes, etc. C'est pas ça. C'est à l'échelle globale, c'est-à-dire au-delà de ton jardin. Qu'est-ce que ça changerait sur tous les jardins seraient comme ça, qu'est-ce que ça donne? C'est quoi l'impact? Eh ben, je sais pas. Non, alors, enfin, vous me reprendrez, peut-être que justement mes termes seront un peu plus approximatifs, mais sur les pressions dont on parlait, donc sur toute la partie destruction des habitats et fractionnement, en fait nous on fait un peu ça justement avec nos maisons, nos jardins. Donc ce que tu disais Stéphane, on vient clôturer, donc on empêche des espèces de passer, etc. Donc les espèces aussi ont des autoroutes de biodiversité, des corridors. Et en fait, en faisant ça, et si tout le monde un petit peu, justement, vient laisser la place à la nature, en fait, on vient recréer aussi ces autoroutes. Donc c'est en ça, pour moi en tout cas, que chacun aussi a sa petite graine à mettre dans son jardin. Et alors moi j'ai pas des chiffres précis, je pense que Sinon, je les ai trouvés. Nicolas va trouver les chiffres, mais juste avant, c'est aussi ce que je disais tout à l'heure, ce que je racontais avec les sciences participatives. Ça peut être aussi intéressant que vous regardiez quel type de sciences participatives il existe, et vous dites à un moment, en fait, vous vous posez devant cette friche et vous regardez ce qui passe, et vous le notez. Ouais, et ça se trouve, il y a des choses, justement, des sciences participatives qui vous permettraient après de faire remonter et que ça aiderait justement à savoir quel est l'impact. Vas-y Nicolas. Ouais, je sais, attends, au tournant, mais je suis en train d'ouvrir l'étude scientifique qui s'appelle Domestic Garden as Favorable Pollinisator. Je rigole pas. Alors, pardon? Ouais, il y a énormément de co-bénéfices. Mélissa disait que ça rafraîchit aussi voilà, au niveau climatique et surtout au niveau du sol, la température n'est pas la même quand tu laisses pousser que... Effectivement. Très bonne réflexion, Mélissa. En fait, les co-bénéfices, ils sont multiples. Hein. Donc, quand on laisse un cycle végétatif totalement long, là, tu peux voir apparaître toutes les espèces d'insectes qui sont inféodées aux espèces végétales, notamment les papillons. Alors ça, c'est quelque chose que tu vas voir de ton fait, c'est-à-dire que tu vas avoir beaucoup plus d'insectes, parce qu'ils ont tout l'espace pour la reproduction végétale, tout le cycle de l'insecte va pouvoir se faire sur la plante, donc il n'y a pas de problème, notamment les papillons qui sont inféodés à ces espèces-là. Donc là, tu le vois, c'est visuel, toi tu vas le ressentir, etc. Il n'y a pas de souci. Par contre, ce que je peux te donner comme élément très intéressant, donc, ce que je disais, c'était le muséum d'histoire naturelle, national d'histoire naturelle, a documenté ces éléments-là, donc je vais pouvoir les partager rapidement et je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est promis, mais je vous donne quand même quelques trucs intéressants. Les 17 millions de Français propriétaires de jardins gèrent en réalité collectivement plus d'1 million d'hectares. Okay, soit une surface 4 fois plus étendue que celle des réserves naturelles françaises. Okay, donc je vous donne ces éléments quand même. Ils représentent tout de même, alors en plus, mais c'est au cœur des agglomérations que nos jardins sont les plus utiles. Éparpillés en milieu des zones bétonnées, ils représentent tout de même la moitié des espaces verts urbains. C'est 36% à Paris et entre 24% et 47% dans les grandes villes britanniques. Ils offrent des gîtes, du couvert, de multiples espèces, etc. etc. J'en parle en détail, c'est écrit très très long. Et selon une récente étude, c'est cette fameuse étude que je citais, qui dit à quel point les jardins domestiques, là je suis en train de dire en anglais, ont un impact.
Un jardin est autant plus riche en insectes pollinisateurs qu'il est entouré d'un autre jardin qui lui-même est riche en pollinisateurs dans un périmètre de 50 à 100 mètres. Okay, et donc, le gros intérêt de ces jardins, c'est que souvent les particuliers n'utilisent pas, et maintenant c'est même quasiment interdit, de produits phytosanitaires. Ils sont donc des hotspots de biodiversité. Ils sont souvent aussi occasionnés dans les pratiques douces, donc les tontes raisonnés, etc., qui permettent d'avoir des réservoirs de biodiversité très intéressants pour recoloniser des espaces qui pourraient être touchés derrière. 40 années d'utilisation zélée de produits phytosanitaires, notamment dans les jardins particuliers qui à l'époque concernaient 9% de la consommation française, on permet aujourd'hui à ces insectes, à une multitude d'insectes de s'épanouir. Okay. Donc, je ne rentre pas dans les détails, il y a plein de chiffres, mais on voit des taux d'augmentation chez les coléoptères, chez les insectes, les hyménoptères, etc., etc. 2 fois plus d'espèces de papillons recensées dans des jardins sans tonte raisonnée, là je l'ai devant moi, et vous avez été évoqué le travail qu'a dit Anaëlle sur la science participative, notamment avec Viginature, qui vous permet de mesurer ça concrètement dans votre jardin et de voir peut-être des comparaisons avec les jardins aux alentours. Donc la réponse que je peux faire de manière très courte, c'est de dire oui, il y a un impact, il est positif. Quantitativement, on prendrait trop de temps, mais si vous voulez, on prend un petit peu de temps et je vous l'envoie par SMS et vous prenez tout le temps de lire cette étude. Mais sachez que du coup, c'est parfaitement documenté aujourd'hui. Il n'y a que des impacts positifs à gérer ou tout du moins à moins gérer son jardin. Merci. Avec plaisir. D'autres questions? Bon, on va finir la conférence. Après, il faut l'installer pour le concert. Donc, on va être obligé de finir à un moment donné. Mais tous nos intervenants sont là. N'hésitez pas à aller discuter avec eux. Donner au CPIE, c'est l'association qu'il faut donner. À la LPO, il y a beaucoup d'associations qui on peut donner. Et puis, encore merci de nous avoir écoutés. Moi, j'ai passé un très bon moment avec vous. Et j'espère qu'on rediscutera dans la soirée. Voilà. On va laisser pour que Léo puisse s'installer pour le concert après.